La bataille de Điện Biên Phủ a changé le monde. La grande victoire du peuple vietnamien est un symbole du mouvement de libération nationale dans le monde. L'économie circulaire change progressivement la pensée et la pratique agricole de nombreux agriculteurs dans le delta du Mekong. De nombreux individus et communautés vietnamiennes à travers le monde ont toujours voulu préserver et diffuser la culture et la langue vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Une répétition de la cérémonie du 70e anniversaire de la victoire de Điện Biên Phủ s'est déroulée ce vendredi matin au stade municipal de Điện Biên Phủ sous la direction de Nguyễn Trọng Nghĩa, chef de la commission centrale de communication et d'éducation du parti. Le défilé militaire verra la participation de plus de 12 000 personnes, dont les forces du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et de la province de Điện Biên. Le point d'orgue de la cérémonie devrait être un grand défilé militaire avec à sa tête des escadrons hélicoptères des forces de défense aérienne portant le drapeau du parti et le drapeau national. La répartition générale aura lieu dimanche 5 mai pour assurer le succès de la cérémonie prévue mardi 7 mai. Nguyễn Trọng Nghĩa a demandé une préparation plus approfondie et une coordination plus étroite entre les agences et les unités pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. La bataille de Điện Biên Phủ a changé le monde. Telle est l'opinion commune des historiens étrangers lorsqu'ils abordent l'impact de la victoire de Điện Biên Phủ. Il s'agissait non seulement d'une victoire glorieuse du peuple vietnamien, mais aussi d'une grande victoire de l'humanité au XXe siècle, un jalon important qui a ouvert une nouvelle ère dans le monde entier, l'ère de libération nationale. L'histoire a prouvé que la victoire de Điện Biên Phủ a conforté la confiance, encouragé le mouvement d'indépendance dans de nombreux pays colonisés et constitue un symbole de mouvement de libération nationale dans le monde. Des tracts en français et en arabe comme celui-ci ont été envoyés par l'armée vietnamienne aux soldats africains de la Légion française en Indochine, les appelant à rentrer chez eux et à exiger la fin de la guerre. Selon les statistiques, pendant la guerre de résistance contre les Français, notamment lors de la campagne de Điện Biên Phủ, près de 300 soldats du Maroc, d'Algérie et d'autres pays africains se sont rendus et se sont rangés du côté du Viet Minh. Les jeunes soldats étaient imprégnés des idéaux et des valeurs de dignité, de liberté, de tolérance. Et à leur retour au Maroc, ils ont rejoint le mouvement de libération marocain pour l'indépendance du Maroc. Lors de la campagne de Dien Bien Phu, les troupes qui se sont rendues en masse étaient des Nord-Africains. Une chose à laquelle nous ne nous attendions pas, c'est que l'éducation des prisonniers de guerre sous les instructions du président Ho Chi Minh servirait au mouvement indépendantiste de nombreux pays africains. Inspiré par la victoire de Điện Biên Phủ, le mouvement de libération nationale s'est fortement développé partout dans le monde, notamment en Afrique. En novembre 1954, en Algérie, la plus grande colonie française d'Afrique, un soulèvement armé a été déclenché. L'Algérie a remporté son indépendance nationale après 8 ans de résistance. Rien qu'en Afrique, jusqu'en 1960, une vingtaine de pays coloniaux ont déclaré leur indépendance sous diverses formes et à divers degrés. Pour les peuples africains, c'était très important, c'était le signal que l'ère de la colonisation avait sonné. On a vu ce que le peuple héroïque vietnamien avait réussi à faire et les Africains se sont dit pourquoi pas nous, et nous aussi on devrait commencer à le faire. Ho Chi Minh, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, ces appellations sont devenues une grande source d'inspiration pour les peuples des pays colonisés. Comme l'a affirmé le président Ho Chi Minh,
La victoire de Dien Bien Phu est une grande victoire pour notre peuple, mais aussi une victoire commune pour tous les peuples opprimés du monde. Toujours à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, la maison d'édition de l'Université pédagogique a organisé aujourd'hui un débat et lancé la version vietnamienne du livre Paroles de Dien Bien Phu, les survivants témoignent. Ce livre de 436 pages avait été publié en France en 2012. Les deux auteurs sont les historiens français Pierre Journeau, Université Paul Valéry, Montpellier 3, et Hugues Tertrais, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans ce livre, l'histoire de la bataille de Dien Bien Phu est racontée à travers les témoignages d'anciens combattants français de Dien Bien Phu, depuis les simples soldats jusqu'aux généraux 4 étoiles. Et ils ont pris la parole et partager ce qu'ils ont vécu pendant la bataille, leurs réflexions sur la guerre coloniale, comme un film au ralenti sur cette campagne côté français. En vue de commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, une projection de la fresque La campagne de Dien Bien Phu en technologie 3D a eu lieu ce vendredi soir sur le monument des martyrs au bord du lac de l'Épée restituée de Hanoï. Ce programme est organisé par le ministère de l'Information et de la Communication en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï. La fresque panoramique retrace de manière spectaculaire l'histoire de la campagne de Dien Bien Phu, offrant aux visiteurs une expérience immersive et une meilleure compréhension de la portée historique de cette victoire. Réalisée par 200 artistes, la fresque est une œuvre artistique monumentale de plus de 3000 mètres carrés. La projection 3D comprend 4 chapitres. Tout le peuple part sur le front, le prélude majestueux, l'affrontement historique et le chant triomphal. Passons tout de suite à d'autres faits marquants de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé le 2 et 3 mai à la réunion du Conseil ministériel de l'OCDE 2024. Lors de la première séance plénière de la conférence sur le thème « Vers une économie et une société inclusive et durable », le ministre Bui Thanh Son a plaidé pour une initiative visant à promouvoir la coopération dans la construction d'un écosystème mondial axé sur l'innovation, l'IA et la transition énergétique équitable. Il a également souligné la nécessité d'un écosystème mondial innovant, conjuguant transformation verte et numérique et centré sur l'innovation, l'intelligence artificielle et une transition énergétique juste. La délégation vietnamienne a pris part à des discussions importantes, notamment un forum ministériel sur la réduction des émissions de carbone et un événement dédié à l'intelligence artificielle. Le gouvernement vient de proposer à l'Assemblée nationale d'envisager de poursuivre la mise en œuvre de la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de 2% pour un certain nombre de groupes de biens et de services au cours des 6 derniers mois de cette année. Rien qu'au cours du premier trimestre de cette année, le montant des réductions de la TVA s'est élevé à près de 11,5 millions de dong. Si la politique de réduction de la TVA est prolongée pour les 6 derniers mois de l'année, les recettes budgétaires de cette année devraient diminuer d'environ 47,5 billions de dong. Cependant, selon les experts en économie, la réduction de la TVA est nécessaire pour stimuler la reprise économique, promouvoir la demande de consommation intérieure et soutenir le rétablissement des entreprises. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, quelques 300 délégations d'entreprises étrangères sont attendues au Vietnam cette année pour acheter des marchandises et les distribuer via leur système de vente au détail. C'est un signal positif. La participation vietnamienne à la chaîne d'approvisionnement internationale contribue à élargir les marchés d'exportation et à accroître la valeur des produits vietnamiens. Chaque mois, cette entreprise exporte environ 10 tonnes de crabes transformés vers les États-Unis. Ce volume est vendu dans les supermarchés, rapportant un bénéfice 20% plus élevé. Grâce à ces exportations, nous avons engrangé des bénéfices stables.
Les exportations via les supermarchés étrangers représentent 60% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Pour y arriver, l'entreprise doit répondre aux normes strictes de chaque marché. Nous veillons à la stabilité des prix de vente afin que les consommateurs étrangers puissent profiter des produits vietnamiens à des prix raisonnables. Le Vietnam fait partie des 5 pays qui exportent le plus de marchandises vers le système mondial Walmart avec un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards de dollars. L'exportation via le système Ion atteint plus de 500 millions de dollars par an. Uniqlo, Amazon, Safeway, Decathlon, IKEA ou Lulu sont aussi des partenaires majeurs de produits vietnamiens sur les marchés étrangers. Le volume de marchandises vietnamiennes écoulées via nos supermarchés a doublé d'année en année. Le chiffre d'affaires devrait atteindre 1 milliard de dollars d'ici 2025. À partir de cette année, nous achèterons 100% des produits agricoles, tels que les bananes et les mangues fraîches, du Vietnam au lieu de la Thaïlande et des Philippines comme auparavant. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, plus de 50% des entreprises vietnamiennes ont amélioré leurs capacités et complété les dossiers afin de rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale. Notre mission est de connecter le plus grand nombre d'entreprises possible à leurs partenaires au Vietnam. Nous avons construit une base de données pour faciliter la connexion. En outre, les entreprises sont encouragées à accélérer la conversion vers une production verte et durable, car de plus en plus d'acheteurs internationaux ont besoin de choisir des produits verts à faible émission. En 2022, le Premier ministre a approuvé le projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam. Ce projet a pour but de mettre en œuvre les objectifs de développement durable et de réaliser la stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision 2050. Durant ces derniers temps, l'économie circulaire a changé progressivement la pensée et la pratique agricole de nombreux agriculteurs de la région du delta du Mekong. Tout de suite, état des lieux. Depuis près de 2 ans, cet agriculteur a réduit ses coûts d'engrais de 50%. Au lieu d'acheter des engrais chimiques, il utilise des engrais organiques compostés à partir de la paille de geisson. Cet engrais à base de paille est très bon pour la croissance des plantes. Nous n'avons plus besoin de brûler de la paille, ce qui nuit à l'environnement. Il y a 2 ans, M. Dao a décidé de rejoindre la coopérative New Green Farm. La paille rejetée par ces 3 hectares de rizières est réutilisée. À la fin de la saison du riz, je ramasse de la paille pour faire pousser des champignons. Les sous-produits des champignons sont également compostés en engrais organiques, qui ne polluent pas l'environnement. De nombreux agriculteurs ont également développé des modèles d'agriculture circulaire, ayant d'expérience dans le modèle agricole fermé. En 1996, M. Thanh a été pionnier dans l'application locale du modèle du jardin, de l'étang, de la range et du biogaz. J'utilise l'eau des fossés d'étangs issus des eaux usées du biogaz pour irriguer 500 mètres carrés de jardin. De plus, cette eau produit des micro-organismes qui aident les poissons à croître très rapidement. Selon les statistiques, l'agriculture vietnamienne dispose d'une importante source de sous-produits de déchets, soit environ 156,8 millions de tonnes. Une mauvaise utilisation de ce sous-produit entraînera des déchets et augmentera les émissions de gaz à effet de serre, polluant le sol, l'air et l'eau. La pensée de la production évolue progressivement. Les agriculteurs savent comment adapter leur production au changement climatique. Développer une agriculture circulaire, en tirant parti des sous-produits actuels pour construire et former de nouvelles chaînes de valeur, est une orientation durable pour le secteur agricole. L'agriculture contribue à environ 30% des émissions nationales totales de gaz à effet de serre. Les modèles d'agriculture circulaire contribueront à réduire les émissions, à protéger l'environnement et à développer des chaînes de valeur vertes et durables. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Lundi 29 avril, le Premier ministre Phạm Minh Chính a inspecté les travaux de l'autoroute Nord-Sud dans la partie Est qui traverse les provinces de Khánh Hòa, Phú Yên et Bình Định. Le chef du gouvernement a demandé aux collectivités locales d'accélérer le processus de libération des terrains et d'assurer le relogement des populations déplacées en raison du projet. Il a également souligné la nécessité d'accélérer le processus pendant la saison sèche et d'achever le projet d'ici le 30 avril de l'année prochaine. En outre, le Premier ministre a exhorté le maître d'œuvre à garantir la qualité technique ainsi que la sécurité des travailleurs. À la tour du drapeau dans la zone des reliques nationales spéciales du pont Hiền Lương sur la rivière Bến Hải dans la province de Quảng Trị, une cérémonie de levée du drapeau intitulée « Réunification nationale » a été organisée le 30 avril à l'occasion du 49e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et du 52e de la libération de Quảng Trị. Les participants ont observé 1 minute de silence à la mémoire des personnes tombées pour l'indépendance et la liberté nationale et pour le bonheur du peuple vietnamien. Après la levée des couleurs, les délégués sont venus se recueillir aux cimetières nationaux des morts pour la patrie de Trường Sơn. Pendant les 5 jours de congé à l'occasion des vacances du 30 avril et du 1er mai, plus de 60 000 Vietnamiens et étrangers ont visité le mausolée de Ho Chi Minh. De tous les coins du pays, ils viennent à Hanoï pour visiter le mausolée de l'oncle Ho, rendre hommage et se souvenir des mérites du grandiose dirigeant et des martyrs qui ont consacré leur vie à l'indépendance et à la liberté de la patrie. Les gardes-côtes vietnamiens et chinois ont déployé du 27 au 29 avril leur première patrouille conjointe de 2024 dans les eaux adjacentes à la ligne de démarcation du golfe de Tonkin. Il s'agit de la 8e patrouille conjointe entre les deux parties depuis l'expiration de l'accord de coopération Vietnam-Chine en matière de pêche dans le golfe du Tonkin en 2020. Chaque partie a dépêché une flotte de patrouilles de 4 navires qui ont couvert les eaux le long des 13 points, couvrant plus de 250 000 marins. Le 30 avril, le Fonds monétaire international a publié son rapport sur les perspectives économiques de l'Asie-Pacifique pour 2024. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance pour l'Asie-Pacifique à 4,5% pour l'année en cours, marquant une hausse de 0,3% par rapport aux estimations semestrielles précédentes. Les économies émergentes, notamment la Malaisie, les Philippines, le Vietnam et l'Inde, ont été les principales sources de cette croissance inattendue. Au cours du premier trimestre, le PIB du Vietnam a augmenté de 5,66%, soit le taux de croissance le plus élevé de tous les premiers trimestres depuis 2020. La gare de Khao Sa, dans la province de Hải Dương au nord, a commencé le 2 mai sa participation à des opérations de transport intermodal international. Après la gare de Kep à Bắc Giang, Khao Sa est la 2e gare rénovée et modernisée par la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam pour favoriser les exportations. Ainsi, les entreprises fournissant des services logistiques pourront réduire les coûts et économiser le temps de transport de marchandises. Au cours de la semaine écoulée, en raison des impacts du changement climatique et d'El Niño, une chaleur intense s'est produite dans de nombreuses localités du pays. Il y a eu 15 incendies de forêt dans plusieurs provinces, brûlant de 260 hectares de forêt de tout type. Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique, la canicule continuera de frapper de nombreuses localités dans les prochains jours. Face à cette situation, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de renforcer le contrôle et la supervision pour prévenir et lutter contre les incendies de forêt, ainsi que les campagnes de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les incendies de forêt.
Les Vietnamiens, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, sont porteurs d'un cœur et d'un sang vietnamien. Peu importe où ils se trouvent, les Vietnamiens d'outre-mer s'orientent toujours vers leur patrie. Maintenir l'identité culturelle nationale, préserver et diffuser la langue vietnamienne est une tâche importante mise en œuvre par les communautés vietnamiennes sur les 5 continents. De nombreux individus et communautés vietnamiennes à travers le monde ont toujours été passionnés et ont fait des efforts pour préserver et diffuser la culture et la langue vietnamienne. Je suis très heureuse d'entendre ces mélodies si familières dans un pays si loin du Vietnam. Cela me motive à préserver la langue vietnamienne et à faire apprendre le vietnamien à mes enfants. Des chansons folkloriques vietnamiennes célèbres sont chantées et interprétées par une chorale spéciale composée d'élèves vietnamiens et français. Ngô Hương Giang, professeure de musique au Conservatoire de Versailles Rempart en France, a formé cette chorale. Elle a consacré beaucoup de temps à enseigner les chansons aux enfants, y compris sa fille de 10 ans. Quand je chante en vietnamien, je suis très heureuse. J'ai l'impression que je suis au Vietnam. Quand j'ai dû choisir quelle chanson vietnamienne apprendre à mes élèves, j'ai pensé immédiatement à la musique folklorique. Dans les mélodies de la musique folklorique vietnamienne, il y a toujours une âme vietnamienne. Vietnamiens et Français, sous la direction de Ngô Hương Giang, les membres de la chorale se montrent très confiants et enthousiastes d'interpréter les chansons en langue vietnamienne. J'ai l'impression d'être un Vietnamien, de vivre au Vietnam et de connaître, de tout connaître. Cette chorale spéciale a été invitée à se produire lors de nombreux événements d'échange culturel en France. Quand j'ai commencé à enseigner les chants vietnamiens aux enfants, je ne m'attendais pas au fait que les représentations seraient si applaudies. Le succès de la chorale s'est répandu partout. C'est magique. Elle s'investit, elle est très heureuse de chanter auprès de ses camarades. Moi, j'étais très très impressionnée. C'était la première fois que j'ai fait connaissance avec la culture vietnamienne. C'est vraiment pour moi un voyage dans votre culture. Nous sommes toujours prêts à accompagner nos enfants pour promouvoir davantage l'image du Vietnam auprès des amis internationaux. Parce que je suis vietnamien, j'ai l'opportunité de faire découvrir et de promouvoir les chansons vietnamiennes et la culture vietnamienne auprès des amis français. Comme l'on dit, une fois que vous êtes parti, vous ne réchignez plus. La langue vietnamienne est un moyen très important pour relier les membres de la famille. Je fais de mon mieux pour que ma fille ressente son origine vietnamienne. De nombreux individus, organisations et communautés vietnamiennes à travers le monde ne cessent de nourrir et de contribuer à la préservation de la langue vietnamienne et à la diffusion de la culture vietnamienne auprès de la jeune génération née et élevée à l'étranger. En 2023, la professeure Trần Hồng Vân en Australie a été honorée comme l'une des messagères vietnamiennes avec un projet visant à soutenir les parents dans l'enseignement du vietnamien. Aimez le vietnamien, parlez vietnamien avec vos enfants et partagez cet amour avec vos enfants afin qu'ils se sentent toujours fiers de parler vietnamien, d'être vietnamien et de se connecter à leurs racines. Mon sang est rouge et ma peau est jaune, je suis fière d'être vietnamienne. Il y a actuellement une transition dans la diaspora vietnamienne de l'étranger. C'est la transition de la génération des Vietnamiens qui parlent couramment la langue maternelle et qui sont étroitement attachés au pays natal, à la génération de leurs enfants et petits-enfants. Comment transmettre le patriotisme de l'ancienne génération à la nouvelle génération de Vietnamiens? Je pense que la langue vietnamienne est l'élément fondamental qui relie les Vietnamiens de par le monde, conforte la solidarité communautaire et aide à faire valoir le patriotisme des Vietnamiens. Plus que jamais, la communauté vietnamienne à l'étranger travaille ensemble pour créer un fort courant de vie dans l'enseignement et l'apprentissage du vietnamien, ainsi que pour préserver la langue vietnamienne et la culture vietnamienne dans le monde.
En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est ainsi se termine notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.